BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Niklas Meyer-Landrü. Encore une fois, merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Surtout que vous êtes ambassadeur à Paris, encore pour quelques heures, puisque aujourd'hui, un peu plus, mais aujourd'hui a été annoncée votre nomination en tant justement que délégué à l'Union européenne en Turquie. Donc vous êtes parti pour Ankara. Vous avez passé, ça fait 5 ans que vous êtes en France et que vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau. Beaucoup de questions à voir avec vous. On va parler plan de relance, on va parler annulation de la dette. Est-ce que c'est un gros mot en Allemagne? Et puis, je voudrais juste savoir comment se passe le déconfinement chez vous. Le déconfinement est organisé au niveau des lenders. Donc on a des situations un petit peu différentes des lenders où il y a eu beaucoup plus de cas, où il y a eu moins de cas. Mais la tendance va vers un déconfinement de plus en plus généralisé. La question la plus compliquée est toujours la reprise de l'école. Pourquoi, oui, comme chez nous, hein, on voit que c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a mieux résisté sur le plan sanitaire? Nous, on pensait qu'on avait un système de santé qui était meilleur que le vôtre, et puis en fait, on se rend compte que quand même s'il faut faire toujours attention aux comparaisons, mais votre système a plutôt bien résisté. Est-ce que c'est grâce à cet homme providentiel, Christian Dörsen? C'est peut-être aussi un peu grâce à lui, parce qu'il nous a permis de prendre conscience du danger très tôt, quand il y avait les premiers cas. Expliquer que c'est un virologue et chef de l'hôpital à Berlin. Donc en janvier, il a tiré en quelque sorte les sonnettes d'alarme et l'Allemagne s'est mise très tôt à produire par exemple des tests, ayant la possibilité avec une capacité industrielle qui le permet et les laboratoires en nombre. C'était important. Il y avait aussi un peu de chance. Le virus en masse est arrivé plus tard en Allemagne que dans d'autres pays. Ça permet une meilleure préparation. On avait plus de lits soins intensifs dans les hôpitaux au début de la crise que d'autres pays, ce qui a permis d'affronter peut-être un peu plus sereinement la situation. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont permis de... Mais bon, globalement, c'est pas encore fini et un bilan est à tirer peut-être dans 1 an. Oui. Christian, vous avez raison de le souligner aussi. Il y a eu un outil industriel qui tout de suite s'est mis en place sur la production, notamment de tests et des masques. Vous dites que ce n'est pas encore fini. Il faudra tirer les enseignements. Il y aura des commissions d'enquête en Allemagne ou pas? Pour le moment, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire qui est annoncée. Mais il y aura forcément des retours d'expérience à faire au niveau gouvernemental avec les différents acteurs, entre les lenders, pour voir ce qui a marché et ce qui a peut-être moins bien marché. Alors pendant ce temps-là, il y a au moins quelque chose qui a un peu bougé, c'est l'Europe. Et avec ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros, et puis le couple franco-allemand qui a été très moteur, notamment grâce à vous, puisqu'on sait que vous êtes proche d'Angela Merkel et vous travaillez très bien avec l'Élysée. Est-ce que la souveraineté de l'Europe est un mot qui fait tilt chez vous et en Allemagne? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? C'est pas nécessairement le mot, mais c'est le concept qui est derrière. Donc l'idée que l'Europe doit être en capacité d'agir ensemble pour affronter les grands défis du temps moderne, le climat, la transformation industrielle, numérique, les crises sanitaires, ça c'est quelque chose que nous partageons complètement. Est-ce qu'on discute ça en termes souveraineté? Peut-être un peu moins, mais l'objectif est partagé. C'est ça, oui. Ça veut dire en termes diplomatiques, en fait, le mot souveraineté, c'est pas un débat en Allemagne. Non, parce que le mot souveraineté, après ça, vous rentrez dans des considérations d'État. Est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a une oui, mais chez nous, c'est un vrai débat. Au contraire, chez nous, on pousse. Oui. Donc, qu'est-ce qui est la définition de souveraineté? Nous serons peut-être un peu plus de retenue à l'utilisation du mot souveraineté, mais on partage beaucoup des objectifs que le président français, le ministre de l'économie français pousse quand il utilise cette terminologie. Est-ce que ce fameux plan de relance qui a été vécu en tous les cas par le couple franco-allemand comme une avancée extrêmement significative pour l'Union européenne, peut-être voire pour la souveraineté de l'Europe, plan de relance 750 milliards d'euros, on le disait. Est-ce que c'est un montant suffisant à vos yeux? Il faut d'abord voir ça en
combinaison avec les autres moyens européens, parce qu'on a déjà mis en place un paquet de 500 milliards pour parer à l'immédiat au niveau européen. On a des programmes nationaux très importants, allemands, français et autres. Donc pour répondre à la crise, l'Union européenne a mobilisé des montants vraiment exceptionnels dont nous pensons qu'effectivement avec ça, il faut faire maintenant bon usage pour activer et pour relancer l'économie. Comment est-ce qu'on a réussi... Comment est-ce qu'Angela Merkel a réussi à convaincre les Allemands? Parce qu'il y avait tout un débat, parce que ce plan de relance, il est porté, je le disais, par la France et l'Allemagne, et donc il y a un endettement européen. C'est la première fois. On voit bien qu'il y a certains pays, ce qu'on appelle chez nous communément les frugaux, qui sont l'Autriche, les Pays-Bas et d'autres, ne veulent pas de ce plan de relance, même si visiblement il va quand même être adopté. Les Allemands l'ont accepté. Ce qui est important pour nous, c'est que ça se fait dans le respect des traités, en respectant les droits des parlements nationaux, que c'est donc fait à l'intérieur d'une décision européenne qui, après ça, habilite les institutions européennes d'engager ce moyen à travers les programmes européens. Oui. Donc de le faire à travers le niveau européen est tout à fait envisageable. L'ampleur est due à la crise. Donc l'Allemagne a bougé en vue de la crise qui a frappé tout le monde sur l'ampleur, sur la nécessité au niveau européen comme au niveau national. Et nous avons trouvé une manière de la mettre en place qui respecte les droits des parlements nationaux, les règles européennes, ce qui est pour nous un élément très important. Oui. Est-ce qu'il a fallu tordre un peu la main à vos compatriotes? Vous avez vu que la réaction en Allemagne était très positive. Il y a eu quelques voix dissidentes, oui, mais moins qu'on aurait pu s'imaginer. Je pense que l'opinion publique voit qu'il y a une mobilisation de moyens importants au niveau national et comprend qu'il y a besoin d'une mobilisation aussi importante au niveau européen, comprend que la pandémie a frappé tout le monde d'une manière indiscriminée. C'est pas une... Et on a même vu des personnalités qui étaient très critiques de l'activité de la chancelière par le passé, comme Friedrich Merz, louer son programme dans les interviews en Allemagne. Donc le soutien est plutôt large et fort. Frédéric Merz est appelé à des grandes fonctions, Frédéric Merz, non? Oui, exactement. Mais ça veut dire aussi que la chancelière, aussi avec la gestion sanitaire, a aussi retrouvé une autorité importante dans le pays, dans laquelle les gens lui font confiance aussi à cette dimension de relance économique. C'est sûr que ça a remis en selle la chancelière allemande, cette crise sanitaire. Donc ça, en tous les cas, ça éloigne un tout petit peu une nouvelle crise politique, on peut dire ça comme ça. Niklas Meyer-Landru, il y a beaucoup de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu l'envers du miroir. C'est de savoir quelle est la réaction en Allemagne par rapport au sujet qu'on a ici en France et à Paris. Est-ce que l'annulation de la dette, on voit bien que ce sont des centaines de milliards qui ont été dépensés ou qui vont être dépensés face à cette crise sanitaire, donc maintenant ça devient une crise économique. Est-ce que c'est un débat en Allemagne? Ici, on ne parle quasiment que de ça en disant oui, c'est possible, non, c'est pas possible, on peut le faire, mais ça va se reporter sur les générations suivantes, non, pas du tout, on peut l'effacer. En Allemagne, est-ce que c'est un débat? Non, le débat allemand, c'est comment et dans quelles conditions, à partir de quand on va rembourser. Oui, d'accord, oui. Et c'est important. Et annulation de dette, question de dette est un sujet par rapport aux pays d'Afrique, par rapport aux pays les moins développés, qui sont aussi frappés, où effectivement il y a eu des initiatives au sein des G20 pour des annulations de dettes. Mais ça se situe dans un autre cadre. D'accord, donc pour vous, oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est même pas un non-sujet, c'est impossible, visiblement. Donc, quand on est tous en train de réfléchir à cette question, en France, vous dites, ce n'est pas un sujet. On permet, dans une situation exceptionnelle, à la Commission de lever des fonds d'un montant quand même très important,
Donc la question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la manière de la rembourser et à partir de quand et dans quelle proportion. Oui, on voit quand même que le clivage reste extrêmement important. Justement, aujourd'hui, il y a une conférence de presse de Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne, et de Thierry Breton, commissaire européen, sur les questions de concurrence. L'idée, c'est de dire qu'il faut que l'Europe arrête d'être naïve face aux ambitions chinoises, aux ambitions économiques chinoises. Est-ce que l'Europe doit se protéger d'ambitions, des ambitions économiques de la Chine ou d'autres partenaires? Oui, et là, l'Europe se défend déjà de mieux en mieux depuis une prise de conscience il y a 1 an et demi. On a parlé de la Chine comme concurrent stratégique. Il y a des décisions qui sont prises au niveau national pour limiter les possibilités d'investissement dans les secteurs stratégiques. Et pour la présidence allemande qui commence le 1er juillet, la question chinoise est importante. On avait voulu à l'origine organiser un sommet au mois de septembre, ce qui n'est à ce stade pas possible, mais nous souhaitons l'avoir vers la fin de l'année pour justement traiter avec les Chinois des questions de protection d'investissement, de questions de règles d'origine, donc l'indication géographique, des marchés publics. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pensons que entre l'Union européenne et la Chine, il y a un nouveau équilibre à trouver. Oui, donc c'est un sujet important pour les Allemands cette fois, pour le coup. Oui, oui. Y compris pour l'industrie allemande, et c'est un sujet majeur. Oui, parce qu'il y a tout le débat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des aides ou des prêts garantis qui ont été attribués en France, à Air France, mais aussi à Lufthansa en Allemagne, les prêts à Renault. Donc ce sont des aides publiques qui sont liées à cette crise. Mais vous avez déjà des concurrents étrangers qui disent que ce sont des aides publiques qui sont interdites par la Commission européenne. Est-ce que, à votre avis, il faut clarifier cette situation? La Commission a, et ça c'est dans les premiers éléments de réaction de l'Union européenne à cette crise, modifié, assoupli ces règles d'aide d'État. Ce qui était la précondition pour que les programmes de soutien nationaux n'aient pu être mis en place. Donc tout programme d'assistance à Renault, à Lufthansa, à Air France est notifié auprès de la Commission et pour le moment, ces plans sont approuvés, acceptés par la Commission dans ces circonstances. Mais ces règles-là aussi, peut-être dans 2, dans 3 ans, seront à nouveau, reviendront vers la normale. C'est quand même une situation exceptionnelle. D'accord, donc ça doit rester une situation exceptionnelle. Mais en même temps, vous avez des Chinois, des grandes entreprises chinoises, on ne va pas tous les nommer, mais qui viennent justement sur le marché européen et qui, elles, sont justement largement aidées par des aides publiques chinoises. Donc c'est peut-être là où il faut arrêter d'être naïf. Oui. Niklas Meyer-Landru. On demande à la Commission de revoir ces règles de concurrence, de revoir si dans les règles de concurrence, les aides d'État tiers ne doivent pas être prises en considération beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous prenons en compte les aides d'État en nos entreprises européennes, mais pas nécessairement dans la même proportion pour un pays étranger quand il investit. Donc tout ça, il faut effectivement le moderniser, l'adapter à l'attitude, à l'action de nos concurrents. On voit que c'est un sujet qui est en train de s'enliser avec la crise sanitaire qui complique la donne, les négociations autour du Brexit. On a vu Michel Barnier qui négocie, négociateur européen, dire les négociations, elles s'enlisent, il n'y a aucune proposition du côté anglais. Et puis Ursula von der Leyen est allée justement hier en Grande-Bretagne, elle a rencontré Boris Johnson, et ils ont tous dit qu'il fallait essayer de trouver une solution. De toute manière, il n'y aurait pas de négociation après le 31 décembre. Est-ce qu'en Allemagne, c'est quoi la position par rapport au Brexit? Est-ce qu'il faut être ferme, il faut tenir? Comment est-ce que vous réagissez? Il faut être ferme sur le marché commun
il faut être ferme sur les règles de ce qu'on appelle level playing field, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale de la partie des entreprises britanniques parce qu'ils ne sont plus soumises aux mêmes règles que les nôtres. Il faut néanmoins essayer de trouver un accord. Moi, je ne pense pas personnellement que l'heure ou le clock s'arrête avant l'été. On va avoir encore le mois de septembre, on va encore avoir le mois d'octobre. Donc... Mais est-ce que de l'autre côté, il joue le jeu? C'est-à-dire que Michel Barnier dit qu'il n'y a aucune proposition du côté britannique. Donc il y a un moment, il faut peut-être arrêter la cloque, comme vous dites. Mais nous avons négocié avec le côté anglais, avec Johnson en personne, une déclaration politique qui décrit les paramètres dans lesquels nous voulons nous mettre d'accord. Pour le moment, nous trouvons que les positions anglaises ne reflètent pas cette position commune qui avait été adoptée. Donc, et nous attendons que l'Angleterre revienne vers ces bases communes qu'on avait jetées il y a un an. Donc, on soutient pleinement le négociateur européen. Mais donc, vous êtes prêt à dire, OK, s'il n'y a pas d'accord, vous voulez un accord, mais s'il n'y a pas d'accord, tant pis. On veut un accord, c'est trop tôt de dire qu'il n'y en aura pas d'accord, mais ça devient de mois en mois de plus en plus compliqué. Quelle est votre vision, quelle est la vision allemande de l'Europe? Est-ce que, là, il y a le budget européen qui est en train d'être négocié, 2021-2027, est-ce qu'il doit être plus important? Est-ce qu'il doit aller plus loin, justement, dans les coopérations au sein de l'Union européenne? Et derrière, un peu, quelle est la vision, est-ce qu'il y a une nouvelle vision de l'Europe de la part des Allemands, de la part de votre part? On est peut-être en ce moment dans un moment où on est plutôt orienté par le pragmatisme. Nous voulons faire ce qui est nécessaire au niveau européen pour sortir de cette crise, ce qui mobilise déjà toutes les forces et toutes les ressources. Si vous voyez qu'avec les régimes de réunions qu'on peut avoir aujourd'hui à Bruxelles avec visio et peu de réunions en présentiel, on arrive à avoir à peu près 10 à 30% de réunions qu'on a habituellement. Donc il y a un vrai besoin de se concentrer dans cette présidence allemande qui vient sur la mise en place de ces décisions pour qu'elles puissent devenir effectives le plus vite possible. Après, on peut parler vision. D'accord, mais ça veut dire que est-ce qu'il faut trouver un peu comme ce plan de relance qui est vraiment une pierre importante, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire que l'Europe de la défense, on peut la créer entre deux, trois pays membres? Est-ce qu'on revient à l'Europe avec des cercles comme l'avait préconisé Jacques Delors? On a un cercle qui est très important, c'est la zone euro. En matière de défense, vous avez des programmes de coopération d'armement entre la France et l'Allemagne qu'on a maintenant ouvert en partie pour l'Espagne et pour d'autres pays qui sont extrêmement importants et qui vont être un socle pour une industrie de défense européenne dans la perspective. Donc il y a beaucoup de choses très importantes qui sont en train de se mettre en place. Les Allemands sont peut-être un peu plus réservé à donner à tout ça des très grandes ambitions, mais préfère le faire. Oui, d'accord. Donc l'Europe à plusieurs vitesses c'est pas un concept européen aux yeux des Allemands. Mais non, parce qu'on voit là dans cette crise économique, on voit bien que la relance économique doit se faire à 27, parce que nos économies à travers le marché sont tous imbriquées. Si je fais une relance entre 2 ou 3 pays, ça ne marchera pas. Les chaînes de valeur sont multiples et à travers l'ensemble du marché. Donc c'est le marché qu'il faut faire fonctionner et faire repartir. Il y a une décision cette fois-ci qui est plus sur le plan géopolitique, diplomatique. C'est une décision prise par Donald Trump, un peu par surprise, d'enlever du territoire allemand les soldats américains. En partie. En partie. Pourquoi ça suscite un tel débat? Pourquoi est-ce que vous avez encore besoin de soldats américains sur votre territoire? Parce que l'alliance transatlantique, le lien qu'il crée avec les États-Unis est d'une importance fondamentale pour la sécurité et pour l'ensemble des équilibres dans le monde. Et une grande partie des bases américaines en Allemagne ont une utilisation qui va bien au-delà de l'Allemagne. C'est des plateformes
pour l'action de l'Alliance aussi à l'extérieur de l'Union européenne ou de la partie européenne. Mais quand on voit les relations assez épouvantables, moi je peux le dire, entre Angela Merkel et Donald Trump, on se demande si c'est... bon... Oui. Mais pour nous, il y a de quoi regretter cette décision. Notre ministre de la Défense disait, pour nous, la sécurité, c'est pas un bien commercial. C'est une valeur fondamentale, symbolique presque, qui doit tenir et qui est au-delà d'une question de simple commerce. D'accord, non, c'est voilà, parce qu'en France on n'a pas cette même problématique, donc évidemment on n'a pas la même histoire. Nicolas Meyer-Landry, vous avez, je disais, ambassadeur depuis 2005 d'Allemagne à Paris, en France, et donc maintenant nomination aujourd'hui en tant que délégué de l'Union européenne en Turquie. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez négocier, je sais pas, l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne, relancer les négociations? D'abord, je suis très curieux de découvrir un grand pays, un beau pays, et un pays important pour nous tous, un voisin, un allié. Et après, je vous concède qu'il y a beaucoup de sujets importants, sensibles, et qui vont demander beaucoup de diplomatie. Oui. Remarquez, là, on voit déjà que vous connaissez bien. Mais il faut relancer des négociations ou c'est quoi? Il y a eu une rencontre entre la présidente von der Leyen et le président Erdogan en mars, où il y avait eu une volonté de voir comment on peut faire prospérer ces relations. Les représentants européens, M. Borrell et les ministres des Affaires étrangères sont chargés d'un dialogue pour voir ce qui est possible. Dans les dernières semaines, dû à la crise sanitaire, ce dialogue n'a pas encore vraiment démarré. Qu'est-ce que vous retenez de Paris, en conclusion? C'est une superbe ville. Oui. On a vécu des moments tragiques, on a vécu des moments superbes, très heureux. Et la France est et restera notre premier partenaire. Voilà, comme ça, c'est dit. En tout cas, on sait que vous avez beaucoup œuvré pour ça. Merci beaucoup d'avoir été ici dans les studios de BFM Business.